Salut à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je conclus ma série sur le premier chapitre du dernier livre de Frédéric Lordon, chapitre intitulé « Les forces de l'inconséquence ». Pour rappel, dans ce chapitre, Lordon analyse et critique certaines postures intellectuelles dominantes qui nous condamnent à l'impuissance politique dans le combat anticapitaliste. Je dois vous avouer que j'ai dû réécrire ce podcast de nombreuses fois avant d'arriver à quelque chose de satisfaisant. Pourquoi ? Eh bien, cette partie du livre n'est pas en réalité plus difficile à comprendre que les précédentes. C'est plutôt à cause du sujet abordé, à savoir notre manière de penser l'internationalisme. Ce qui me tracassait un peu, c'est que dans la gauche anticapitaliste, il y a une grande tradition internationaliste. J'ai vérifié avec une recherche rapide et la première internationale ouvrière, c'est-à-dire une des premières grandes coordinations internationales entre plusieurs syndicats ouvriers européens, c'était il y a plus de 150 ans. 1864, la première internationale ouvrière. Il ne s'agit donc pas ici de dire n'importe quoi, et de dire que l'internationalisme ne serait plus une donnée du XXIe siècle. En réalité, pour Lordon, ce qui est important, c'est de faire comprendre à la gauche anticapitaliste que certaines manières de penser l'internationalisme sont fausses et inadaptées à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Par conséquent, pour Lordon, la gauche n'est pas en demeure de laisser tomber ces pratiques internationalistes, mais plutôt de les repenser. Les manières de penser l'internationalisme que critique ici Frédéric Lordon, il va démontrer qu'elles sont à la fois fausses et impuissantes. Il les a mises dans une catégorie qu'il appelle l'internationalisme de l'évitement. C'est-à-dire une manière d'espérer que l'événement d'une politique internationale va régler tous nos problèmes mondialisés. Et c'est par conséquent une manière d'attendre que cela arrive, sans se poser la question de comment y arriver, et en évitant le combat politique là où il se passe vraiment en attendant. Avant de rentrer dans le dur, je précise une dernière fois, de manière à ce que ça soit bien clair, Lordon ne propose pas de remplacer les valeurs internationalistes de la gauche par des valeurs nationalistes. Il invite plutôt ses lecteurs à réinventer l'internationalisme du XXIe siècle en imaginant des pratiques efficaces et compatibles avec les enjeux écologiques que nous connaissons. Pour finir cette introduction, je précise que cet épisode sera plus long que les précédents, parce qu'il va s'agir ici d'être nuancé, et je ne voudrais surtout pas déformer la pensée d'un auteur dans ce podcast. Commentaire du futur, épisode 5, l'internationalisme de l'évitement. Pour comprendre de quoi on parle, il faut tout d'abord donner des exemples de cette posture intellectuelle que Lordon critique, et montrer pourquoi ces arguments peuvent apparaître bien fondés. C'est ce qu'on va voir dans cette première partie que j'ai intitulée « Ces arguments qu'on a tellement entendus ». Si on prend le cas de Bolsonaro, avec la destruction de la forêt amazonienne, ou la chute de la banque Lehman Brothers et la crise financière qui en a suivi, il y a dans les deux cas, d'une part des décisions locales et d'autre part des répercussions mondiales. Et c'est à partir de cette observation qu'on comprend que certains arguments que Lordon critique ici puissent avoir du succès. Mais le problème, c'est que ces arguments sont tellement présents dans les médias que c'en est devenu un genre d'idée reçue, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'a même plus le réflexe de questionner. Je donne deux exemples tout de suite de discours que vous reconnaîtrez certainement. Exemple numéro 1. Comme le problème écologique est mondial, il ne peut y avoir qu'une réponse politique écologique mondiale. Exemple numéro 2. Comme l'économie est mondialisée, il ne peut y avoir qu'une politique de régulation mondiale. En gros, une problématique aux répercussions mondiales appellerait nécessairement une politique à l'échelle mondiale, elle aussi. Ces arguments, nous les avons tellement entendus qu'ils nous apparaissent tout simplement comme des vérités. Et on connaît même ce qui complète ces arguments. Le corollaire. Si on imagine un petit peu, si on cherche un peu dans sa mémoire, on entend déjà les mêmes commentateurs, ou nos voisines, nos voisins, nos collègues, nous dire qu'il serait inutile de passer des réglementations tout seul dans notre coin, à l'échelle de notre pays par exemple, car ce serait dangereux pour notre économie. Les emplois s'en iraient, les entreprises seraient délocalisées, les riches fuiraient. Si on continue à chercher dans sa mémoire, et ça n'est pas très difficile, on entend ces mêmes voix nous répéter que si nous voulions légiférer à l'échelle nationale,
Ce serait dangereux pour notre économie car nous perdrions en compétitivité, tandis que les autres pays récupéreraient des parts de marché que nous aurions laissé filer. La seule manière, nous dit-on, ce serait donc de convaincre une majorité des pays du monde à avancer dans le même sens et en même temps. Mais on voit bien depuis longtemps se succéder des G20, des COP21, des COP22, des recommandations des institutions onusiennes, des recommandations de l'OMS, de l'OMC, du GIEC, etc., etc. Et on voit les résultats pour le moins mitigés de ces actions. Si on cherche bien dans notre mémoire, on peut retrouver tout l'argumentaire déployé par ces mêmes commentateurs. Même si beaucoup n'assument pas la dernière partie que je vais présenter maintenant. Reprenons depuis le début. La seule manière de réglementer, ce serait donc que tout le monde réglemente en même temps. Mettons. Comme il est très difficile de se mettre tous d'accord sur la même chose en même temps, et on l'a vu avec les traités sur le climat ou sur la politique sanitaire, la solution donc ce serait qu'il n'y ait plus besoin de se mettre d'accord entre différents gouvernants. Il faudrait alors un seul gouvernant, un seul gouvernement, un gouvernement mondial. Pour ces personnes, il faudrait donc, pour faire face à des problématiques d'échelle mondiale, former un gouvernement mondial pour mettre en place des réglementations. Ici, et c'est ce que je veux retranscrire dans ce podcast, Frédéric Lordon montre les limites et les impensés de cet argumentaire, pourtant à l'apparence très solide et imparable, pour certains tout du moins. Première limite, plus l'État est grand, plus il est despotique. Commençons par la fin de l'argumentaire. Commençons par la question de l'État mondial. De nombreux intellectuels et historiens ont souligné que plus les États sont grands, plus ils ont tendance à être despotiques. L'État mondial serait donc logiquement le plus despotique de tous. Chez certains penseurs classiques, on retrouve même l'idée que la démocratie n'est possible que dans une cité, comme à Athènes. Mais même sans prendre ces penseurs classiques trop au sérieux sur les questions de démocratie, on conçoit toutefois assez facilement que les pratiques démocratiques peuvent reculer quand le territoire est trop grand. De surcroît, plus un territoire est grand, plus il y a des chances de voir apparaître des divergences internes, des groupes localisés qui ne reconnaîtraient plus l'autorité des institutions étatiques et qui voudraient s'organiser de leur côté. Et on sait bien comment les gouvernements des États ont tendance à réagir lorsqu'une partie de leur population fait sécession politique en s'organisant en autogestion, que ce soit aux États-Unis avec les Amérindiens ou en France avec les zadistes. L'État moderne combat systématiquement et fermement ces différences et les réduit à néant, car il lui est tout simplement insupportable que quelque chose lui échappe. Il ne peut pas courir le risque de perdre de la puissance, car il a toujours peur de voir son autorité se déliter. Deuxième limite, les institutions supranationales, ça n'apparaît pas par magie. Frédéric Lordon rappelle que les institutions supranationales ne sortent pas de terre ni toutes seules, ni rapidement. Et concernant celles qui existent aujourd'hui, elles restent souvent assez impuissantes quand il s'agit de mettre en place une réglementation ou d'imposer une sanction. Pour s'en convaincre, ne prenons que deux exemples. Premier exemple, l'Europe de la défense, un projet aussi vieux que la construction européenne et qui pourtant ne risque toujours pas de voir le jour. Deuxième exemple, les recommandations de l'OMS ou les condamnations de l'ONU, qui ne sont suivies d'aucune sanction capable de faire respecter les volontés onusiennes. Et c'est compréhensible, car ce n'est pas parce qu'on crée une institution mondiale qu'elle peut avoir directement la puissance d'action d'un État. Par conséquent, comme la situation écologique, sociale et économique nécessite d'agir dès maintenant, il faut aller chercher la puissance d'action ailleurs, c'est-à-dire là où elle se trouve à ce jour, pour commencer à agir dès aujourd'hui. Pour Lordon, penser que créer une institution, cela suffit pour lui donner du pouvoir, c'est ne pas comprendre en réalité ce qui fait la force d'une institution. Là où se trouve la véritable puissance d'action politique, c'est là où il y a une communauté politique véritable. Troisième point, c'est quoi une communauté politique ? Pour Lordon donc, les institutions ne peuvent avoir que la puissance que leur communauté politique leur confère. La question, c'est donc de savoir où est-ce qu'il y a des communautés politiques constituées et, si c'est l'objectif qu'on se donne, comment en constituer des plus grandes. Une des manières de reconnaître s'il y a une communauté politique constituée, c'est d'observer les mécanismes de solidarité financière interrégionale. En France, par exemple, où il y a une véritable communauté politique,
Les Parisiens participent, sans y penser, ou presque, au financement des infrastructures dans la Creuse. C'est accepté, c'est acté. En Union européenne, est-ce que les gouvernements français ou allemands ont accepté d'aider la Grèce au moment de la crise grecque ? On a bien vu les réticences et les tensions internationales que ça a créées. Mais même au sein de pays constitués, tels que l'Italie, on voit bien que la solidarité interrégionale ne va pas nécessairement de soi, et qu'elle peut être fragile. Les régions du nord de l'Italie ont tendance à rechigner à aider les régions du sud, par exemple. On pense également au cas de l'Espagne, quand des indépendantistes catalans ne veulent plus partager la richesse de leur région avec le reste de l'Espagne. Et pour prendre un exemple concret et récent sur l'Union européenne, l'année dernière, en mars 2020, on a vu les différents pays européens se voler des stocks de masques sur les tarmacs des aéroports. On voit bien alors que sur le plan de la solidarité interrégionale, on n'y est pas encore. C'est donc que la communauté politique européenne n'existe pas encore vraiment à proprement parler ou seulement en partie, et ne parlons alors même pas de communauté politique mondiale. Les institutions onusiennes en resteront aux recommandations pendant longtemps encore. Certains et certaines peuvent donc continuer à appeler à la solution d'une politique européenne ou mondiale, mais tant que ces échelles politiques ne sont pas disponibles, cette stratégie amène en réalité à l'inaction politique. Pas besoin donc d'agir concrètement en attendant, ni de rentrer dans la conflictualité de la pratique politique. C'est là qu'on voit que l'inconséquence, c'est aussi bien pratique. Quatrième point, comment ça se construit une communauté politique ? À ceux et celles qui attendent la puissance d'un grand État européen ou d'un grand État mondial pour mettre en œuvre les politiques du XXIe siècle, Frédéric Lordon pose également la question de la manière d'y arriver. Comme on l'a vu dans le point précédent, pour avoir une politique à minima européenne, voire mondiale, il faut une communauté politique à minima européenne, voire mondiale. La question qui en découle est donc la suivante. Comment se constitue une communauté politique de taille supérieure ? Comme un premier élément de réponse, Frédéric Lordon rappelle la manière dont les communautés politiques ont vu le jour dans de nombreux États-nations. En France, par exemple, la constitution d'un groupe homogène est passée par l'écrasement plus ou moins violent de toutes les différences régionales. On a homogénéisé de force le territoire français en écrasant les particularités linguistiques, culturelles, juridiques, métrologiques, etc. En interdisant aux enfants d'utiliser des langues régionales à l'école, en imposant le maître comme unité de mesure, en brassant les représentants de la fonction publique sur tout le territoire, ou même en utilisant la force armée pour réduire au silence les résistances les plus résolues. Et dans certains pays, lors d'entreprises coloniales par exemple, comme en Australie, on a vu des enfants indigènes arrachés à leurs parents pour être éduqués de force à une nouvelle culture. Homogénéiser un territoire pour créer une communauté politique a donc souvent été violent. La question de comment créer une grande communauté politique n'a donc rien de facile. Il ne s'agit pas, bien sûr, ici d'être défaitiste. On pourrait imaginer d'autres manières de créer des communautés politiques élargies. Et je suis sûr que si on demande à des historiennes ou des historiens, ils pourront nous donner des exemples beaucoup moins violents. La question donc, c'est comment est-ce qu'on s'y prend ? Et là, celles et ceux qui appellent à la politique européenne ou à la politique mondiale n'en parlent jamais. Pour ces personnes donc, l'inconséquence, à nouveau, c'est bien pratique. Cinquième et dernier point, repenser l'internationalisme à l'heure de la dérive écologique. Selon Frédéric Lordon, la façon dont nous voulons l'internationalisme au XXIe siècle doit de toute manière être repensée. Si on veut continuer à poursuivre cet idéal internationaliste au cours de notre siècle et du suivant, il faut donc faire le point sur nos pratiques internationalistes et faire preuve d'imagination pour la suite. Quelles pratiques sont nécessaires ? Quelles pratiques sont possibles ? À première vue, il semblerait que pour créer une solidarité internationale, il faille que suffisamment de gens de différents endroits sur la planète se voient, se rencontrent. Il faudrait donc des échanges humains massifs et fréquents. Sauf que ces déplacements massifs ont un coût écologique, dont nous savons aujourd'hui que nous ne pouvons plus nous les permettre avec la quantité de kérosène brûlée par les avions. Certaines et certains pourraient alors se dire que c'est la circulation des idées qui importe avant tout. Mais pour Lordon, sans humain pour porter ces idées, sans incarnation, on peut raisonnablement douter de l'efficacité de cette circulation d'idées.
On a bien vu les limites de la société par Zoom depuis l'année dernière. Une conversation par écran interposé reste très frustrante et, au mieux, ne sera jamais l'équivalent d'une rencontre physique. De plus, cette dépendance croissante envers l'Internet et le numérique porte elle aussi un coût écologique croissant, une vraie catastrophe en devenir, bien que beaucoup l'ignorent encore aujourd'hui, pris dans le mythe de la dématérialisation. Le réseau numérique, que ce soit son équipement ou les flux qui le constituent, représente une part croissante de la dépense énergétique mondiale, sans parler de l'exploitation des ressources nécessaires à la construction de ces appareils numériques, à la pollution occasionnée par les extractions de minerais et la durée de vie limitée des appareils. Bref, d'un côté, la vie virtuelle est désincarnée et pauvre qualitativement, et d'un autre côté, la facture écologique de cette vie virtuelle est, elle, bien réelle et concrète. On comprend donc alors qu'il faudrait de toute manière des déplacements internationaux, mais qu'il faudrait les limiter. Il faudrait donc choisir quels déplacements internationaux il faudrait préserver et auxquels il faudrait mettre fin. La difficulté de ce genre de pensée, c'est qu'on risque de tomber dans une logique de discrimination sociale. En bref, ce serait oui aux élites intellectuelles et politiques, et non aux masses de touristes. Pour éviter de tomber dans ce travers qui respire bien le mépris de classe, on doit alors repenser les modalités de nos voyages. En réalité, c'est parce que nous vivons dans une société capitaliste que le voyage type est un tourisme de week-end ou de vacances. Que les gens rêvent ou crèvent de partir loin, de se changer les idées. Et que ne pas partir en vacances est mal vu. Parce que ce temps dit libre que nous avons est limité, et que nous sommes encouragés à le valoriser, à le dépenser de manière spectaculaire, il est bien vu aujourd'hui de parcourir de grandes distances très rapidement, et donc de manière très polluante. Quand toutes les solutions sont pourries, c'est bien qu'il faut repenser la manière dont le problème est posé. On pourrait imaginer, à la place, hors de la logique du tourisme industriel de week-end ou de vacances, voyager réellement, c'est-à-dire partir moins souvent, mais plus longuement par exemple. Et là, c'est le travail de chacune et chacun d'imaginer les conditions de possibilité de ce type de voyage et ce que cela représenterait concrètement pour nos expériences humaines. Bref, tous les internationalismes que nous désirons impliquent un coût écologique. La rencontre, c'est après tout une affaire de corps. Et même la circulation des idées est plus efficace si elle est incarnée. Il faut donc, pour chaque facette de l'internationalisme désiré, se poser la question de ce qui importe beaucoup ou trop peu, et de la manière dont nous pouvons mettre en place ces pratiques internationalistes. De toute façon, conclut Lordon, il faut se rendre à l'idée que l'internationalisme compatible avec la dérive écologique est nécessairement un internationalisme à la voile réduite. Et comme l'internationalisme est au cœur de la pensée communiste, il faut donc le penser dans des modalités acceptables pour préserver notre monde. Pour finir ce podcast, après avoir vu les limites et les impensés de ce que Lordon appelle l'internationalisme de l'évitement, je vous propose d'expliquer ce que Lordon propose à la place comme stratégie politique. Conclusion. Une stratégie pour aujourd'hui, agir à l'échelle efficace, rapprocher les communautés politiques et croire aux vertus de l'émulation. Aujourd'hui, les communautés politiques sont encore souvent trouvées à l'échelle d'États-nations ou de régions autonomes. Il n'y a bien sûr pas de raison naturelle pour que l'État-nation soit la seule forme de la communauté politique, ni même sa forme privilégiée. Il y avait beaucoup d'autres formes de communautés politiques avant l'émergence des États modernes, et il y en aura sûrement encore des tas d'autres dans le futur. Mais si l'on veut être efficace à ce jour, il faut regarder là où sont les communautés politiques constituées. Et ce n'est pas parce que l'action politique supranationale n'est pas à ce jour une solution suffisamment efficace qu'il faut cesser d'essayer de la construire. On peut d'un côté aller chercher l'efficacité là où il y a des communautés politiques aujourd'hui, et en même temps continuer de construire des coopérations internationales et peut-être arriver à terme à des communautés politiques plus grandes. Mais comme nous l'avons dit, si le changement d'échelle n'est pas possible tout de suite, il nous faut une stratégie pour maintenant. Et cette stratégie pour Lordon, c'est la suivante. Identifier et combattre la cause des événements catastrophiques auxquels nous faisons face, cette cause étant le capitalisme, et commencer ce combat aux échelles efficaces, c'est-à-dire celles qui sont adossées à de véritables communautés politiques aujourd'hui, des communautés municipales ou nationales par exemple.
Renverser les capitalismes dans les communautés politiques qui existent à ce jour permettrait donc mécaniquement de réduire l'espace dans lequel le capitalisme sévit. Puisqu'on ne peut pas attaquer le capitalisme directement sur toute la planète, ce qui nous est possible de faire, c'est de réduire l'espace dans lequel le capitalisme existe et de créer petit à petit un autre espace. C'est en quelques mots la stratégie proposée par Frédéric Lordon. Identifier les causes de nos problèmes et les combattre aux échelles politiques qui existent à ce jour, plutôt que d'attendre un alignement des planètes qui n'arrivera jamais, c'est-à-dire attendre que les pays voisins sortent du capitalisme en même temps que nous. Agir dès aujourd'hui à notre échelle permettrait de réduire très concrètement l'espace où règne le capitalisme et de montrer l'exemple. Il me semble important de rapporter ici ce que j'ai entendu dans des interventions de Lordon, à savoir qu'il croit très fort dans ce qu'il appelle les vertus de l'émulation, c'est-à-dire la contagion anticapitaliste qui passerait de pays à pays à partir du moment où la France, par exemple, déciderait de passer à autre chose que le capitalisme. En effet, tant que les modèles alternatifs restent théoriques et complexes à imaginer, il est très difficile pour les sceptiques de se mettre à désirer un autre mode de vie, vu qu'ils n'arrivent même pas à se figurer à quoi ça pourrait ressembler. À partir du moment où un pays montrerait l'exemple, ce serait un exemple concret pour tous les pays alentours, et l'occasion pour les militants du monde entier de répandre le désir d'une société alternative. On peut bien sûr objecter à Lordon que sortir du capitalisme a un coût géopolitique important. Et c'est un point auquel il a déjà répondu dans de nombreuses interventions. Sa phrase fétiche, dans ces cas-là, est la suivante : « La révolution ne sera pas un pique-nique ». Et il ajoute qu'une sortie du capitalisme impliquerait certaines difficultés d'ordre commercial avec certains pays capitalistes, et donc une réduction du niveau de vie matériel pour certaines catégories de biens, comme les smartphones par exemple. Mais de manière simultanée, et c'est ce qui intéresse les anticapitalistes, on verrait une croissance d'autres choses qui ont plus de valeur à nos yeux. Et commencer à faire cette liste, c'est se rendre compte de toutes les choses que le capitalisme nous empêche de vivre et de développer comme nous le voudrions. Et parmi toutes les choses auxquelles je pense, moi, à l'instant, il y a la qualité des liens sociaux, du soin, la place du spectacle vivant, de la culture, la possibilité de ne plus subir le travail au travers de l'emploi, la démocratisation de la société, et donc, à terme, l'émancipation des individus. PS. Pour ce podcast, je décide d'activer la barre des commentaires. Je précise que si je ne l'ai pas fait jusqu'ici, ça n'est pas parce que je ne veux pas ouvrir le débat, bien au contraire, mais plutôt que comme je débute dans la pratique du podcast et que j'ai conscience que mon travail est encore à un stade précoce, je ne voudrais pas essuyer des critiques non constructives sur la qualité de ce travail, sur sa forme, qui me demandent beaucoup de temps. Mais comme je tiens à ce que l'on puisse discuter du fond, et c'est vraiment important pour moi, j'ouvre la barre des commentaires. Dans l'attente de lire vos réactions, vos arguments et vos remarques constructives, je vous remercie de votre écoute et je remercie aussi celles et ceux qui m'encouragent, qui me font des retours et m'aident à trouver des solutions. C'est la fin de ce podcast. À très bientôt.